Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'entreprise algérienne, mais d'une manière particulière et différente de ce que nous avons l'habitude de vous proposer. On vous parle d'un livre-conte intitulé Le voyage merveilleux de la Chalika. La Chalika, ou l'entreprise algérienne, est mise en scène dans une fable inspirée de la condition réelle de l'entreprise en Algérie. Cette fable est destinée d'abord aux chefs d'entreprise. Elle raconte leur vécu, leurs peurs, leurs déceptions, mais aussi leurs espoirs. Le livre-conte est coécrit par le professeur Taïb Hafsi, Leila Rahmouni et Amira Boutouchent. Je leur donne la parole pour vous présenter le merveilleux voyage de la Chalika et aussi comprendre pourquoi avoir écrit une fable merveilleuse qui parle d'un sujet aussi concret et aussi sérieux que celui de l'entreprise. Amira Boutouchent, bonjour et merci de répondre à nos questions. Je vous présente tout d'abord, vous êtes ingénieur en informatique, titulaire d'un MSc en management à HEC Montréal et vous êtes la cofondatrice et PDG de Bridger, une société technologique qui fournit des solutions innovantes aux entreprises industrielles. Si on se parle aujourd'hui, c'est parce que vous êtes co-auteur d'un conte ou d'une fable qui est assez particulière et qui traite d'un sujet qui est un sujet économique puisqu'elle traite de l'entreprise. Cette fable raconte une histoire qui est l'histoire de la Chalika. Alors, dites-nous en quelques mots de quoi parle cette fable ou ce conte et aussi comment vous est venue l'idée d'aborder le thème de l'entreprise sous cet angle-là. Bien sûr, merci Iman et puis bonjour à tous. Alors, d'où est venu ce conte? C'est une histoire, ça remonte à déjà plusieurs années. En fait, c'est parti d'un travail que Monsieur Hafsa a initié. Déjà, il y a bien avant que moi j'arrive. Et quand moi je suis arrivée à HEC Montréal, donc j'ai travaillé avec Monsieur Hafsi, puis il m'a dit, écoute Amira, j'écris des cas vraiment stratégiques, organisationnels, sur des entreprises à forte valeur ajoutée. Et on s'est mis, moi l'entrepreneuriat m'intéressait énormément, je me suis mise à faire des cas sur des entreprises algériennes. Donc, on a fait plusieurs entreprises en Algérie. On étudiait un petit peu leur histoire, comment elles fonctionnaient, et on essayait de savoir c'était quoi un petit peu le modèle de l'entreprise algérienne. Et en 2016, on a fait un colloque. Donc, on avait fait un colloque où on a réuni plusieurs chefs d'entreprise, où on a commencé vraiment à titiller un petit peu la curiosité en disant, est-ce que vous pensez qu'il existe un modèle? Est-ce que vous pensez qu'il y a des liens entre les différentes manières dont on gère l'entreprise algérienne? Et puis, c'est à partir de ce colloque qu'on a commencé à se dire, OK, si on veut vraiment explorer ça, si on veut en parler un peu plus, ben, il va falloir qu'on trouve un moyen un peu plus créatif de le faire, et puis qui va venir un petit peu parler à différentes générations aussi. Et c'est à partir de là que l'idée de la fable est venue. Parce qu'une fable a plusieurs niveaux de lecture en général, on peut s'amuser. On s'est dit pourquoi ne pas faire parler de l'entreprise, donc la Sharika elle-même, et puis apporter différents types de messages pour vraiment enclencher un dialogue, pour vraiment enclencher une discussion sur l'état de la Sharika. Vous allez vraiment toucher du doigt le vécu d'un manager, en fait, d'un chef d'entreprise. Comment vous avez réussi justement à faire ce mélange, en fait, entre réalisme et émerveillement, hein, puisqu'on parle d'une fable? Oui, je pense que c'est vraiment le choix de la fable qui nous a permis de faire ça. Dans le sens où ça a quand même été un travail de plusieurs années, hein. On a commencé à réfléchir à ça, je pense, c'est en 2016, 2017. Et ce qu'on voulait faire, c'était vraiment poser un tableau de ce qu'est la Sharika. On voulait pas rentrer trop dans le discours managérial et on voulait pas non plus aller trop dans le rêve parce qu'on voulait vraiment avoir un tableau de la réalité qui existait et d'aller chercher la Sharika, de lui donner la parole à elle-même, d'utiliser différents tableaux qui étaient au final la démarche qu'on a eue, en fait, ça a été vraiment d'identifier les messages forts qu'on voulait donner, c'est-à-dire les différents points de vue qu'on peut avoir sur la Sharika. Et puis,
Et très, très souvent, les tableaux se sont présentés à nous d'eux-mêmes. On savait directement que ça c'est la Houma. Ça, c'est les jeunes Algériens. Ça, c'est la figure de Yimma. Ça, c'est le Hajj. Donc, c'est venu assez naturellement au fil des discussions. Puis, on a juste fait appel. On est tous les trois des Algériens. On a vécu en Algérie. On a grandi en Algérie. Donc, c'est aussi des symboles qui nous touchaient nous-mêmes. Et puis, que ce soit Mme Rahmouni, Monsieur Hafsi, ils travaillent énormément avec des entreprises. Je suis entrepreneur moi-même, donc on avait vraiment des visions complémentaires et on venait, puis ça nous a fait des très, très bonnes discussions parce qu'on venait essayer de faire parler le hamar de l'entreprise algérienne tout en voulant faire passer. Exactement, qui est un symbole, dans le livre. Donc, je pense que c'est vraiment le fait, c'est le principe même d'avoir utilisé une fable, d'avoir utilisé une histoire, nous a permis d'aller dans des sujets très sérieux, mais avec des symboles très algériens aussi. Puis ça nous permettait un petit peu de réconcilier vraiment notre culture avec cette entité, au final, cette entité économique. Une dernière question à Amira Boutouchent. Pour ce qui est d'illustration, elles sont quand même très sombres. On voit des personnages tout en longueur, beaucoup de noirceur aussi. Est-ce que c'est un choix d'avoir voulu mettre une ambiance un peu stressante, hein? Comme dans la fable, où on s'est laissé vraiment, on s'est laissé à chacun, les trois, l'espace de mettre du sien, au final, dans ces fables, il y a nos vécus personnels. Quand Mo on lui a envoyé le texte, ce qu'on lui a dit, c'est « Écoute, fais-nous une proposition ». On n'a rien dit d'autre. Voilà le texte, lis-le, fais-nous une proposition. Donc, les illustrations sont vraiment venues de son vécu à lui, de comment il a vu il a vécu. Alors, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui a fait les Beaux-Arts d'Alger, qui a été entrepreneur, donc qui a fait face à la sharika pendant toute sa vie au final. Et donc, c'est un petit peu comment lui l'a ressenti, comment lui l'a vu. Et lui, ce qu'il nous avait dit, ce qui nous avait beaucoup touché, c'est qu'il nous a dit que ça l'avait carrément aidé à faire la paix avec son propre parcours. Donc, pour répondre à la question, non, nous, on n'avait pas d'envie particulière quant à ce que ça soit en noir et blanc ou pas en noir et blanc, en couleur sombre, pas sombre. Ça a vraiment émané de lui. Et c'est ça ce qu'on trouvait intéressant, c'est que ça soit vraiment un entrepreneur qui a vécu le livre, qui a vécu la fable et qui l'a exprimé au travers de ses illustrations. C'est une forme de témoignage, en fait, non pas écrit, mais dessiné. Exactement. Donc, il n'a pas essayé d'illustrer le tableau. Il l'a vécu, puis il nous a dit ce que ça lui a fait ressentir. Et c'est pour ça que moi, je les trouve vraiment magnifiques parce que ça donne une profondeur de lecture qui est complètement différente. Merci Amira Boutouchent de nous avoir éclairé, de nous avoir fait découvrir cette fable, ce conte. Et ce n'est pas fini puisque tout de suite nous allons voir Leila Rahmouni qui a écrit avec vous cette fable et qui nous explique justement ce qu'il y a derrière toutes les symboliques qui ont été évoquées dans ce livre. Merci encore. Merci à toi, Imen. Madame Leila Rahmouni, bonjour et merci de répondre à nos questions. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sociologie, d'un DESS en ergonomie, vous êtes consultante en management et vous accompagnez les entreprises et les équipes des entreprises dans leur évolution, aussi bien en Algérie, en France et au Canada. Si on se parle ce soir, c'est pour évoquer un conte, une fable que vous avez coécrite, quelque chose de nouveau en tout cas, qu'on ne connaît pas en Algérie. Il s'agit donc d'un regard de trois auteurs autour de l'entreprise, un regard à la fois naïf, mais en plein de réalisme. Alors, première question pour essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement. Cette fable, je le disais, s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Quels sont ces éléments objectifs qui ont motivé l'envie et l'engagement d'écrire ce conte? Car, il faut le rappeler, les personnes qui ont écrit cette fable sont des bénévoles. Écoutez, merci beaucoup de m'accorder la capacité de m'exprimer. Alors, avec mes collègues, le professeur Hafsi, Amira Boutouchent et moi-même, donc nous avons un peu réfléchi au cœur du problème. Le cœur du problème nous semblait
À moi qui suis sociologue de formation, je me disais, on dirait que la place de l'entreprise n'est pas reconnue. Donc le mal est très très profond en fait. C'est pas qu'on n'arrive pas déjà à travailler ensemble, c'est que la place de l'entreprise n'est pas reconnue. Quand on discute avec les gens, les imaginaires se basculent entre deux extrêmes. Le premier extrême, c'est Sharika Wataniya, d'accord, l'entreprise publique avec, bien sûr, ce qu'elle est devenue, parce que dans les années 70, elle n'était pas ça, pas du tout. Elle était un fleuron, de l'économie algérienne, et donc du coup, ses objectifs, ses ambitions, ses défis étaient énormes. Et puis, elle est devenue un petit peu, de manière caricaturale, ça ne veut pas dire, il y a des entreprises publiques algériennes qui fonctionnent très très bien et qui sont même dans les top 10 des meilleures entreprises africaines. Et donc, quand on parle aux gens, on a un extrême. Donc, on a l'entreprise publique un peu, voilà, vulgairement c'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas. Et de l'autre côté, on a l'entreprise privée avec le dirigeant suceur de sang, profiteur. En fait, entre les deux, on dirait qu'on a proposé aux Algériens deux extrêmes. Parce qu'il faut avoir des modèles, il faut avoir des exemples pour pouvoir construire sa propre référence. Et entre les deux, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a eu un vide. Et ce vide, en fait, correspond à la position de l'entreprise. Est-ce que l'avènement de l'entreprise privée, dans le contexte que vous venez de décrire, à savoir des entreprises publiques florissantes qui prenaient une place immense dans la vie des Algériens, étant donné, tant elles donnaient, hein, elles étaient à la fois un outil de production, elles étaient aussi un outil de protection sociale, elles étaient multidimensionnelles. L'avènement de l'entreprise privée, est-ce qu'il s'est fait de manière violente? Et je pose la question, puisque dans le conte que vous avez coécrit, vous décrivez une entreprise terriblement incomprise. Mais moi, je crois que le pouvoir politique a fait de l'entreprise publique algérienne son instrument, un des instruments majeurs du développement économique. Mais après, c'est parti dans tous les sens. Et de l'autre côté, l'entreprise privée ne pouvait plus rentrer comme instrument de pouvoir. Tout simplement. Et à partir du moment où on est dans un système qui utilise les institutions comme des outils du pouvoir, c'était difficile. Donc en fait, cette fable pose le problème de l'entreprise, mais du travail aussi, de la reconnaissance du travail. De la valeur. De la valeur du travail, de la valeur de ce que tu gagnes à la fin du mois, et que tu le gagnes à la sueur de ton front. Alors la sueur, tu n'es pas obligé de dégouliner de sueur, mais quand même, le plaisir de dire « Waouh, j'ai fait quelque chose ». Eh bien, figurez-vous qu'on en a rencontré des entreprises comme ça. Et oui, ça existe. En Algérie, il y en a dans lesquelles les employés disent « On est heureux de travailler là-dedans ». Ah, ils ont fait comment? Et c'était ça notre point de départ aussi, de se dire que à partir du moment où il y a des modèles, où il y a des entreprises qui réussissent, alors ça veut dire qu'elles ont constitué de manière implicite quelque chose. Et souvent, aussi bien les dirigeants que les employés eux-mêmes ne savent pas sur quel modèle organisationnel ils fonctionnent. C'est comme si chacun avait trouvé, mais lorsque on les compare, on trouve des similitudes. Alors, donc, il y a un modèle sous-jacent qui apparaît et qui, voilà, c'est ça. Dans cette fable qui évoque l'entreprise, qui donc vous en faites un acteur, hein, un acteur dans cette histoire qui rencontre un certain nombre de personnes et chaque personne qu'elle rencontre est en fait la symbolique de sorte de climat, d'environnement dans lequel l'entreprise évolue, dans lequel elle existe. Et parmi les symboliques, vous évoquez la symbolique ultime, c'est la dernière d'ailleurs dans l'histoire, c'est la symbolique de la mort, et celle-ci évoque en fait la corruption. Nous avons essayé d'avoir un langage de la vérité. Un langage de la vérité pour nous. Vous savez, la vérité des uns n'est pas la vérité des autres, mais on ne pouvait pas parler de l'entreprise sans parler de ce qui est aujourd'hui un des éléments qui l'agresse et qui l'empêche de grandir, qui est la corruption. Et la corruption, elle est dans tous les… Je parle… La corruption, elle peut être dans les bonnes actions.
C'est ce qu'on a voulu dire. Elle peut être très, très liée à de bonnes intentions. C'est ça la question. Mais la corruption existe dans tous les pays du monde. La question, c'est le degré de corruption qui est important. C'est plus la corruption, parce que, vous savez, dans tous les pays du monde, la corruption existe. Et donc, à des degrés moindres. Mais de faire prendre conscience que nos actes, nous avons toujours le choix entre deux façons de faire. Il y a celui qui dira non. Il y a celui qui dira, ben, j'ai pas le choix, je vais le faire. Ou pourquoi pas. Donc, voilà, c'est ça. Et donc, en travaillant sur ces lettres notes, on s'est dit qu'il fallait peut-être aussi amener les gens dans cette prise de conscience et de responsabilité. D'accord ? Il ne faut pas dire toujours c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Il faut aussi qu'on se positionne en tant qu'être humain. Nous avons des valeurs, nous avons une religion, nous avons des éléments fondateurs, nous avons les moyens de la combattre. Mais à côté, nous avons mis l'olivier. L'olivier, c'est... Comment ne pas parler de l'olivier en Algérie ? C'est incroyable. L'olivier, c'est pour moi la référence. Je ne vais pas aller à Saint-Augustin là, avec son olivier centenaire. Là. Mais il n'y a qu'à regarder l'olivier. Et on sait qu'il est dans toutes nos têtes. Qui n'a pas croisé un olivier ? Qui ne sait pas ce que... L'olivier, c'est la terre d'Algérie. C'est lui. Et il est là depuis des millénaires. Alors, cette terre-là, on a su s'adapter. Et l'olivier en est le symbole. Et cet olivier, il a vu passer beaucoup de choses, beaucoup de gens. Il a vu passer, comme je dis, des peuplades, il a vu je sais pas moi, des Romains. Il a vu passer tout le monde, mais il est toujours là. Il est toujours ancré, il est toujours beau, et il donne toujours son huile, et il donne toujours sa richesse. Et bien ça, c'est un symbole fort de l'Algérie. Vous voyez ? Et donc, dans ce conte, il n'y a pas seulement... J'espère que vous n'avez pas trouvé de critique, parce que la critique n'était pas... Notre intention était vraiment d'offrir un regard bienveillant. Et ça nous manque aussi, de nous regarder avec bienveillance. Vous donnez réellement envie de le lire, en tout cas, et de le découvrir, puisque vous parlez d'un nouveau regard. Et je pense que l'Algérie, les entreprises, les salariés aussi ont besoin de voir les choses différemment et ont besoin d'avoir une nouvelle inspiration, une inspiration positive. Merci encore. Je voudrais juste finir sur une phrase. Il y a une phrase dans le livre qui dit « Aimons-nous d'abord, aimons l'Algérie ». Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que cette approche différente de l'entreprise qui parle davantage à l'humain et titille son émotion, eh bien, vous aidera à vous, chef d'entreprise ou futur chef d'entreprise, d'aller de l'avant dans le contexte très difficile qui prévaut actuellement. Le livre-conte est d'ores et déjà en vente chez Casbah Éditions et puis en ligne aussi en cherchant shalikadz.maikajabi.com. À très bientôt pour de nouvelles interviews. Très bonne soirée à tous.